Voilà, donc moi c'est Horacio González. Le petit accent que vous pouvez peut-être apercevoir si vous vous concentrez vient du fait que je suis espagnol et malgré plus de 25 ans à la pointe de la Bretagne, l'accent ne bouge pas. Moi non plus, ça tombe bien. Donc, moi, je travaille chez Clever Cloud. J'espère que vous connaissez Clever Cloud, mais sinon, on y viendra à la fin. On est un cloud provider français et je m'occupe de toute la partie de Frel. Et aussi, j'organise les Finish Dev, anciennement Finish Dog, maintenant Job, JDG, Go et tout, les groupes d'utilisateurs. En fait, voilà, dès que j'ai dit PHP, j'entends déjà les petits rires moqueurs, les mèmes et tout. Mais la plupart de ça vient des gens qui n'ont pas fait de PHP depuis que j'avais des cheveux, quoi. Qui ici a déjà fait de PHP? Qui ici a fait de PHP 3 au démarrage des années 2000? Bravo! Qui ici a migré à PHP 4? Qui a fait de PHP 4? Quelqu'un a fait de PHP 5? PHP 6? Bon, PHP 6, vous n'avez pas pu faire parce que techniquement, il n'a pas existé. Ça fait une de ces comme Windows 6. PHP 7. Et on est enfin en PHP 8. Et en fait, toutes ces mauvaises réputations de PHP, c'était bien justifié à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même langage. Ce n'est plus ce langage complètement inconsistant, complètement insécure, très procédural, sans namespace, surtout aller dans le namespace principal. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et donc, mon problème vient du fait que moi, voilà, tout le monde, dans mon biographie officielle, je suis développeur Java depuis très longtemps et j'ai fait beaucoup de front aussi et de JavaScript. Mais ce qu'il y a moins de gens qui connaissent, c'est que j'ai fait beaucoup de PHP. À une époque, c'est ça qui m'a fait manger même. Et donc, à l'époque de .clia, que c'est un vieux CMS français, typo 3, les premières WordPress, voilà, à cette époque-là, j'avais fait énormément de PHP et j'aimais bien, mais j'ai trouvé ça très frustrant. Donc, à fur et à mesure, j'ai mis ça de côté. J'ai un peu comme tous les développeurs Java ou JavaScript ou Python ou n'importe quoi, j'ai regardé PHP, ouais, voilà, c'est un langage pas pro, c'est un peu ennuyeux, c'est un anachronisme. Jusqu'à, il y a des ans, quand j'ai rejoint Clever, parce que là, on a beaucoup d'utilisateurs qui sont sur PHP. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je m'empêche sur le langage. Et waouh, c'était pas du tout, mais pas du tout le langage dont je me souvenais. Et surtout, j'ai rencontré les communautés PHP, les gens de la FUP et compagnie, et je me suis rendu compte qu'en général, c'est un peu bizarre. Tu vas à une conf comme Devox, pour mettre un exemple. Tu vas y avoir des gens qui vont te parler de Java, de JavaScript, de Python, de Machine Learning, de IA, de Go, de Rust, de presque n'importe quel langage, sauf PHP. Tu verras jamais un seul talk de PHP à Devox. Tu verras jamais un seul talk de PHP à Sonitech, Riviera Dev, Turantech, Volcamp. En fait, presque, tu vas me donner peut-être l'exception, mais de facto, tu ne les vois pas. Et les gens qui font des PHP vont à leurs propres conférences, à la conférence de la FUP, à Symphonicom, à la Ravelcon. Et il y a donc une communauté qui pendant des années, quelque part, les autres langages sont mis un peu de côté et c'est une communauté en plus excellente avec des gens super techniques et avec des gens qui ont les mêmes problèmes que tous les autres développeurs par rapport aux mêmes soucis, performance, cloud, n'importe quoi que tu peux donner comme problème et ils ont des solutions très semblables à ce qu'on a dans tous les autres langages, sauf que la plupart des développeurs des autres langages ignorent complètement ça.
Et donc, l'année dernière, je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai redécouvert PHP, je vais essayer de faire redécouvrir à d'autres développeurs. Et j'ai envoyé ces abstracts à des dizaines de CFP. Et bon, c'est le seul abstract que j'ai envoyé l'année dernière qui n'est pas passé une seule fois. C'est embêtant, quoi. J'envoie 4 ou 5 propositions. Les jours de clôture de CFP, il y a une qui tombe directement dans les... On ne l'avait pas, celle de PHP. Après, les autres, des fois, sont retenues, des fois pas, mais celle de PHP, c'est... Non, ça ne t'intéresse pas. Et pourtant, je pense que c'est chouette. Donc, c'est pour ça que quand on m'a dit, bon, de quoi tu veux parler au Java Jag? Bah, j'ai donné d'autres choses et dit, mais si vous osez, je peux parler de PHP. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé dans leur tête. Ils m'ont dit, ah, on veut de PHP. Bon, d'accord. Et donc, PHP, ce n'est plus PHP 4, ça n'a plus rien à voir. Par contre, ce qui reste, c'est qu'aujourd'hui, les 3/4 de web, c'est encore de PHP. Et la plupart de ces PHP, ça n'a rien à voir ni avec les PHP dont vous vous souvenez, ni avec WordPress. Parce que WordPress, on verra plus tard, c'est une relique, un anachronisme dans le monde de PHP. C'est le seul CMS, framework, whatever, qui n'a pas voulu évoluer parce qu'ils ont voulu garder une rétrocompatibilité le plus parfaite possible. Donc, si tout votre contact avec PHP vient de WordPress, bah, c'est aussi valable, vous ne connaissez pas PHP. Donc, on va commencer par les langages. Est-ce que ça a évolué? Bah, déjà, une des choses qui m'embêtait le plus à l'époque où je faisais de PHP, c'est que tout allait dans le scope principal. Tu chargeais, tu faisais des include ou des require de 25 librairies, bah, tout ce code-là allait sur le scope principal. Et se télescopant assez souvent, quoi. Ah, imaginons qu'il y a ici une fonction qui nous fait un send email, bah, et une autre qui fait un send email, bah, les deux vont arriver dans le scope principal. Et ça veut dire que lequel est appelé, bah, ça dépend de l'ordre dans lequel tu l'avais fait les includes. C'était un enfer. Mais bon, ça, depuis très longtemps, depuis 2009, PHP a des namespaces qui sont très semblables au paquet Java. Donc, je déclare mon namespace controller et il y a des use pour ramener des classes qui sont dans d'autres namespaces. Et là, tu vas pouvoir carrément ranger les choses d'une façon classique. Et en plus, il y a tout un mécanisme pour faire les autoloading qui est, on verra après qu'est-ce que c'est le PSR, mais qui est indépendant des frameworks. Donc, tu vas pouvoir amener tes dépendances de façon standard, les utiliser de façon standard et chacun dans son petit namespace pour éviter des collisions. Le typage. Bon, bah, écoute, une autre chose chouette de vieux PHP, c'est qu'il te faisait les castings entre les types d'une façon plutôt dynamique. Quelquefois, même plus anarchique que JavaScript, quoi. Tu donnais 3 paramètres, bon, si c'était des strings qui arrivaient dans l'âge, il les acceptait. Si c'était d'entier, il les acceptait. Si c'était de float, il les acceptait. Sauf quand derrière la logique faisait que ça pétait. Bah, maintenant, en JavaScript, en PHP moderne, un peu comme en TypeScript, on peut avoir des types. Et on peut avoir des types, on peut avoir un typage avec strict type, un typage assez rigide, mais flexible. Donc on va pouvoir dire, tiens, ma fonction create va avoir un string, un integer, un boolean, et il est hors de question de faire la concaténation des strings à l'ancienne où là tu pouvais mettre n'importe quoi. On utilise des fonctions qui formatent bien, qui correspondent bien avec les types. Donc on a quelque chose qui ressemble à ce qui pourrait être Java, à ce qui pourrait être TypeScript, à ce qui pourrait être n'importe quel autre langage actuel. On peut encore faire ça. Oui, si on tient vraiment. D'ailleurs, WordPress, bah, il met le strict type presque aucun endroit. Mais
la plupart des développeurs PHP maintenant démarrent systématiquement des scripts avec un strict type. Et même le système de typage, il est assez chouette. Ça a plus à voir avec un typage à la TypeScript qu'un typage à la Java. Par exemple, avec des types union et intersection, qui résolvent beaucoup de problèmes classiques de quand je dois hériter de plusieurs interfaces ou de... Ben non, là, tu peux dire, tiens, là, le type va pouvoir être un user ou un guest. Ou il va devoir implémenter l'interface loggable et serializable. Tout ça avec une syntaxe qui est assez expressive. Donc, ça élimine pas mal de boilerplate, ça élimine aussi beaucoup de besoins de overloading. Tu ne vas pas devoir faire et la méthode pour un type string, ensuite la même méthode pour un type entier, ensuite la même méthode pour un type whatever. Tu vas dire méthode pour string ou entier ou whatever, et tu vas faire l'implémentation. Donc, quelque part, dans ce côté-là, c'est presque un typage plus moderne que l'héritage classique en Java. Ensuite, il y a les constructeurs property promotion. On va voir ça. Ici, c'est le PHP au niveau de PHP 5, quand PHP commençait à devenir objet. Et là, on définissait une classe user. Il fallait déclarer les variables. Il fallait déclarer la fonction. Et il fallait déclarer les getter et setter. PHP 7, il était complètement comme ça. En PHP 8, ce qu'on a fait, c'est, écoute, pourquoi on ne déclarerait pas tout ça directement dans le constructeur? Les paramètres de mon constructeur vont devenir de facto des propriétés. Si je les mets privés, ils vont devenir de facto des propriétés privées. Je n'ai pas besoin de les déclarer là. Je n'ai pas besoin de faire un constructeur, un get. Je n'ai pas besoin de les assigner dans le corps de constructeur. Si je les déclare, il va me faire l'assignation de base. J'ai simplement à faire si j'ai envie de faire un truc bizarre. Même chose dans les getters, etc. Et ça pousse même jusqu'à avoir la possibilité d'avoir une autre propriété fort intéressante, read-only, qui les transforme presque dans l'équivalent de Java Record. Des propriétés qu'une fois que tu as créé l'objet, ils sont immutables. Donc, au niveau sucre syntactique, parce que ça, c'est simplement un sucre syntactique pour ça, ça va assez loin, c'est facile à lire, c'est agréable, c'est pas verbeux, juste tout le contraire que la plupart du monde se souviennent de comment c'était PHP avant. Les attributs. Les attributs, c'est l'équivalent des annotations en Java, par exemple. En PHP classique, il n'y avait pas. C'est un concept qui n'existait pas dans PHP. Et donc, ce qu'ils ont fait, les frameworks, parce que les frameworks, ils ont besoin de beaucoup d'annotations pour faire leur magie, quel que soit le langage, ils ont dit, tiens, on peut ajouter des commentaires spéciaux. Et ils ont fait, par exemple, ça. Ça, c'est un contrôleur, donc il va écouter une route web et qui va donner certaines réponses. Et donc, dans les commentaires, on les mettait, ce contrôleur-là, cette fonction-là va implémenter une route qui écoute un API user en get. Mais ça, ton idée est, il n'y a aucun moyen de faire rien avec. C'est que ton framework a un temps d'exécution qui va lire et interpréter un commentaire. Si tu te trompes en quoi que ce soit là, bah, tu ne vas pas les voir parce que les commentaires ne sont pas parsés et tu vas simplement en temps d'exécution voir comme ça c'est votre. Mais il n'y avait pas d'autres possibilités dans le langage. En PHP 8, ils ont introduit des attributs. Sont avec ces syntaxes-là, les dièses et ensuite les crochets. Mais si vous changez les dièses et les crochets par une arrobas, vous savez l'esprit d'une annotation Java. Et donc là, c'est la route API user sans get. L'avantage de ça,
c'est que ça, c'est parsé par les IDE, compris par l'IDE. Si tu n'as pas cette annotation-là qui est déclarée quelque part, bah, il va te dire qu'il y a une erreur. Donc, si tu te trompes à l'écrire, il va te dire qu'il y a une erreur. Et bien entendu, vous pouvez utiliser les annotations qu'il y a, donc c'est-à-dire les attributs qu'il y a dans votre framework favori, mais vous pouvez les créer aussi vous-même. Un attribut, c'est simplement une classe dans laquelle on va déclarer l'attribut. Donc vous pouvez faire de la programmation par annotation, par attribut, d'une façon très simple, très propre, et surtout avec tous les supports de l'IDE derrière. Donc, on commence à s'éloigner de la vision classique de PHP. Les énumérations en PHP classique, les énumérations, c'était simplement des constantes. Tiens, je vais définir plusieurs statuts. Et là, ma fonction, il va faire un set statut de statuts. Donc, ça tombe bien, si je l'envoie un des trois, c'est cool. Si je l'envoie un statut, je suis fatigué, c'est à moi de faire tous les contrôles, de vérifier que le statut c'est valable en temps d'exécution, en temps de développement. Tu te trompes dans une autre fonction, tu envoies un statut pas valide parce que tu ne te souviens pas lequel c'était, tu ne vois rien jusqu'à que ça pète. C'est pour ça qu'en PHP moderne, on introduit des enums qui vont assez loin. Donc on va définir un enum, on va créer les différentes valeurs de l'enum, c'est-à-dire des cases. Donc notre enum, pour chaque valeur, il va donner un string, il pourrait être un entier, un float, quoi que ce soit. Et de façon semblable à Java, on peut aussi, les enums, ils peuvent avoir des fonctions. Par exemple, ici, une fonction couleur, dans laquelle, selon le statut, il va rendre une couleur différente. Comme les valeurs sont décrites dans les cases, tu ne peux pas passer une autre valeur, tu peux les voir en temps de développement sur l'IDE. Si tu essaies de mettre là draft tout court, il va te dire non, on a envie d'avoir un statut de point draft. Draft. Et pour accéder aux valeurs, statut published les valeurs ou l'appel à la fonction. Donc les enums deviennent des citoyens de premier ordre dans PHP. Les matchs, la plupart des langages modernes ont des structures un peu plus élaborées que notre bon vieux switch. En PHP, la structure correspondante moderne, c'est les matchs. Donc on va faire un match de statut. Si le statut est de 100, on va rendre OK. Si le statut est 300, 301 redirect. Et le default, unknown. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On peut l'assigner directement à une variable. Ici, le switch, il faut que l'assignation se fasse dans le corps. Ici, le match, il va nous donner un résultat. On peut faire ce qu'on veut avec ce résultat. Par exemple, ici, l'assigner à la variable. La comparaison, c'est stricte. Donc, cette descente, c'est un int, c'est pas un string. Ça ne va pas matcher avec string. Si j'ai vu que ça matche avec string, je ferai descente, virgule, et la chaîne descend. Et les valeurs, il suffit de les séparer par des commas. On n'a pas besoin de faire ces trucs-là tellement bizarres. Donc, on a des structures expressives. Donc, la Scala, c'est quelques exemples par rapport au langage lui-même. Donc, si vous avez fait de PHP avant, le mauvais côté, c'est que vous êtes bon presque pour réapprendre le langage. Pour répondre, je ne sais pas qui, je crois que c'est Olivier qui m'avait fait. La seule chose qui n'a pas changé, c'est qu'on continue à utiliser un dollar devant le nom de variables. Si vous êtes allergique à ces dollars-là, là, je vous le concède, PHP continue à être assez nul. Il n'aime pas les PHP à cause des dollars. S'il y avait un symbole euro, il préférerait, je pense, mais voilà. Mais là où PHP a complètement changé, c'est l'écosystème.
Parce que vous pouvez me donner une pièce quelconque d'écosystème Java ou d'écosystème JavaScript, il va avoir un équivalent dans l'écosystème PHP. Ouais, avant en Java, parce que, oui, souvenez-vous, en 2002-2003, comment est-ce qu'on récupérait les dépendances pour une appli Java? Comment est-ce qu'on faisait avant Ant? On les téléchargeait. Par contre, maintenant, ça ne vient à l'esprit à personne. Bah, PHP a sa solution qui marche de façon très équivalente. Comment on faisait de la injection de dépendance avant Spring? En fait, on ne le faisait pas. Parce que les gens continuent à reprocher à PHP ce type de choses qu'en fait, il a eu aussi ses propres outils. Donc, on va voir un petit peu ça. D'abord, il y a un truc que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que ce que la communauté Java a pu faire même. C'est les PSR standard, donc les PHP Standard Recommendation. La idée c'était, à un moment donné, chaque framework PHP réimplémentait les mêmes choses, chaque framework, chaque librairie, chaque CMS réimplémentait les mêmes choses de leur façon. Il y avait un logger Magento, un logger Typo 3, un logger Symfony, un logger Joomla, et chacun implémentait les loggers à leur façon. Sauf que là, à différence de Java, il n'y a pas un oracle qui est propriétaire et qui derrière décide. Donc, ils ont fait un truc étonnamment mature. Ils ont mis les lead dev de tous les projets, de tout ce que vous voulez là, mais il y a des dizaines d'autres, ensemble, et ils ont créé les PHP Fig, un groupe d'utilisateurs plus, un groupe de gens qui travaillent sur les bibliothèques les plus connues de PHP. Et ce groupe-là, ils se sont dit, on va sortir, mais pas de recommandations simplement. Non, on va sortir des standards. Par exemple, on va définir une PSR pour qu'est-ce que c'est un logger en PHP. Et après, derrière, PrestaShop va l'implémenter d'une façon, Laravel d'une autre, Drupal d'une autre, mais l'interface va être unique. Comme ça, plutôt qu'importer les loggers de Drupal quand il travaille sur Drupal et les loggers de PrestaShop quand il travaille sur PrestaShop, tu vas mener les loggers standards de la PSR logger et là derrière, tu vas injecter l'implémentation que tu voudras. Donc ton code va être beaucoup plus transportable, beaucoup plus flexible, parce que tu vas avoir beaucoup moins de dépendance à ton framework actuel, à ton bibliothèque actuelle. Tu vas travailler versus des standards. Et là, les gens de la communauté PHP, ils ont vu ça comme un mélange entre coopération et compétition. Ils ont dit ça quelque chose comme compétition, parce que en fait, toutes ces bibliothèques-là, de facto, ils se partagent le marché, ils sont un peu en concurrence, mais en même temps, ils travaillent ensemble pour faire évoluer les langages. Et je trouve que ça, il y a peu d'écosystèmes dans lesquels ça marche aussi bien. Et donc, par exemple, il y a un PSR, il y a des PSR pour plein de choses, il y a une pour faire la inversion de dépendance. Parce que voilà, anciennement, si je voulais avoir un logger quelconque, je disais, tiens, je vais récupérer le logger monologue, et là, je vais l'instancier, mais maintenant, non, je vais récupérer des PSR de log, l'interface de logger. Et au moment où je vais les créer, je vais les créer sur cette interface-là. Et qui les met là? Là, c'est le framework qui est derrière, Symfony, Laravel, Typo 3 ou whatever, qui vont injecter pour les différents PSR l'implémentation qui les convient. Mais demain, je fais ces classes-là pour le métier de mon appli en Symfony, je décide de passer mon appli chez Laravel, le code métier qui est là, il ne va pas changer. Les gestions de dépendance,
on a tous notre bon vieux Maven. Là, ils sont partis sur quelque chose qui rappelle beaucoup plus ce qui est fait dans l'écosystème JavaScript. On va faire un require plutôt que dependencies, et là, on va donner la dépendance et inversion. Depuis 2012, c'est vieux. Il y a des choses qui sont très sympas dans la gestion de dépendance. Par défaut, toutes les dépendances sont loquées dans la première fois que tu les fais, et il est beaucoup plus clean dans la gestion de multiples versions d'une même bibliothèque que Node. Je m'explique. Avec Node, par exemple, si tu as une dépendance qui te ramène 3 niveaux plus loin une bibliothèque indépendante et une autre qui te rappelle la même bibliothèque mais une autre version différente, Node va t'amener les deux dépendances, il va dire celle-là, il va appeler la sienne et celle-là, il va appeler la sienne. Et s'il y a des conflits, bon, les développeurs sont assez intelligents pour les savoir. Avec PHP, le comportement par défaut il est beaucoup plus rigide. Si tu as une dépendance qui te demande la bibliothèque Toto en version 3 et l'autre qui te demande la bibliothèque Toto en version 4, il va s'arrêter, il va dire, bon, décide, tu veux Toto en version 4, Toto en version 3, aucune des deux, mais moi je ne continue pas tant que tu n'as pas pris un choix. Et là, ça change complètement. Tu ne vas pas te retrouver avec 100 versions de ta même bibliothèque dans les dépendances de ton appli. Ça fait aussi que les dépendances sont beaucoup plus à plat et beaucoup plus simples à être utilisées. Après, on dit, bon, mais PHP reste un langage interprété. Donc, il y a plein de choses que moi, en Java, je détecte avec les compilateurs. Certes, PHP n'a pas un compilateur, mais il y a quelque chose que c'est presque comme un compilateur. C'est un analyseur statique, c'est PHP Stan. Et un analyseur statique, simplement, il va faire presque le même travail qu'un compilateur. On va pouvoir le lancer avec un niveau de rigidité. De 1, c'est trouve-moi des erreurs grossières. En F, fais-moi chier si je n'ai pas les bons typages partout. Je recommande de mettre le 9. Et là, il va analyser notre code. Et là, il va nous dire, tiens, les paramètres en user de la méthode userManagerActiveAll, ces paramètres-là, c'est un array d'utilisateurs. Comment je sais que c'est un array d'utilisateurs? Parce que ici, la personne n'a pas bien typé. Ouais, mais il va lire la PHP doc, par exemple. S'il n'a pas bien typé, il va se baser dans tout ce qu'il peut. Il va analyser. Et donc, il attend un array de users. Et ici, ce qui arrive, c'est un array de user string. Ça ne va pas le faire. Il va te donner une erreur. Les IDE ici ne voient rien. Tu les mets PHP Stan, qu'en plus tu peux l'activer comme une extension dans ton IDE qui le fait automatiquement parce qu'il est assez rapide, surtout si tu as modifié qu'un fichier, et tu vas voir l'équivalent en temps réel, en gros, de ce que tu peux avoir avec les erreurs de compilation dans un langage comme Java. En fait, la plupart des projets, ils incluent des PHP Stan par défaut et tu ne peux pas committer si tu n'as pas passé les pipelines PHP Stan. Timing, bon, ça va. Performance et architecture. En fait, la performance, on a toujours entendu PHP et LAN. Ouais, PHP était LAN. Ça, c'était PHP 5.6, qui était déjà beaucoup, mais beaucoup plus rapide que PHP 4. Et beaucoup plus rapide que PHP 3. Mais on le considère très lent, je suis d'accord. PHP 6 n'a jamais existé, c'est le Windows 6 de PHP. PHP 7, ils ont presque reconstruit complètement les moteurs de langage.
sans casser presque la compatibilité, ils ont multiplié par 2,5 les performances. C'était déjà beaucoup mieux. PHP 8, de base, ils ont fait quelques optimisations. On est à 3 fois la vitesse de PHP 5 la plupart du temps. Mais en plus, ils ont ajouté un just-in-time optimizer dans le moteur. Ça veut dire que, comme la JVM fait, il démarre à une vitesse relativement modeste, mais dès qu'il commence à faire des tâches intensives et CPU, l'optimisateur rentre en route, et là, on a un gain énorme en termes de performance. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire énorme? Parce que là, on n'a pas de comparaison. Prenons un exemple. Python. Python, sauf si tu te mets à utiliser des bibliothèques natives, dans les cas tu n'utilises pas vraiment Python, mais Python, avec le moteur Python, c'est les roses. Là, c'est des cas d'utilisation classique, un moteur physique, un moteur fractal, des opérations mathématiques. Là, c'est Python. En bleu, c'est PHP 8 avec les Git. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un langage qui est parmi les plus rapides des langages non compilés. Ça veut dire que si tu dois faire des trading haute fréquence, non, pas sur Rust, pas sur Java même, mais si tu dois faire simplement des choses normales, écoute, c'est au moins aussi rapide que JavaScript, plus rapide que Python, beaucoup plus rapide que Ruby. Donc, il n'y a l'excuse de la vitesse, ce n'est plus une excuse valable. C'est pareil pour la mémoire. La consommation mémoire s'est considérablement réduite et optimisée. Mais là où il y a eu un énorme changement, c'est le framework. Il y a deux frameworks principaux, Symfony et Laravel. Moi, j'aime bien dire, parce que c'est là l'impression que j'ai eue quand je les ai appris, que Symfony, c'est Spring Boot, Spring en général. Et Laravel, c'est Rails, c'est ExpressJS. Si vous voyez, Symfony, c'est le framework un peu enterprise. Laravel, c'est le framework orienté développeur pour faire des trucs rapides, mais moins structurés que Symfony. Et moi, je m'étais fait ces remarques et dans une conf PHP, j'ai discuté avec les gars qui a fait Symfony et il se met à rire quand je lui dis ça. Il m'a dit, mais en fait, Symfony a été inventé dans un avion de retour de San Francisco quand le gars en question était allé là-bas pour business et il a regardé une conf de Spring, il s'achetait un bouquin Spring et dans l'avion retour, il a dit, tiens, c'est ça qu'il me faut pour PHP. Donc, je vais prendre le même principe et je vais faire écrire de zéro un framework PHP. Donc, effectivement, je n'étais pas tellement à côté de la plaque. Et donc, comme je vous disais, Symfony, écoutez, on est dans un jog. Ça, c'est un Spring classique. Je vais définir un service, Report Generator. Et là, je vais le mettre avec un AutoWire, un Report Generator, que je vais le donner à un mailer pour pouvoir envoyer un mail. Cool. À côté, la même chose. Bon, j'ai oublié ici les imports de services et d'AutoWire parce qu'il faut des imports, donc là, je les use. Donc, je vais faire un Report Generator. Et là, mon constructeur, il va avoir un mailer interface et l'AutoWire. Je l'emporte là, je n'ai même pas besoin de mettre la notation. Il va me faire un AutoWire et de la même façon qu'ici, il va m'injecter le mailer qui va bien, ici, il va m'injecter le mailer interface qui va bien. Donc, c'est exactement la même philosophie. Injection de dépendances. Il y a un ORM qui est excellent, il y a
toutes les fonctionnalités que tu peux attendre d'un Spring-like. À côté, Laravel, c'est les trucs un peu plus orientés, productivité des développeurs, vitesse. Tu as un ORM qui est très, très expressif. Regardons cet exemple. Donc, j'ai envie de trouver tous les users actifs et l'envoyer un mail. J'ai fait sur l'entité user, j'ai fait un query. Si le user est actif, je le récupère et pour chacun, en asynchrone, je vais envoyer un mail. Donc, c'est très expressif, c'est très agréable à coder. Tu te prends moins la tête en essayer d'architecturer. Pour une petite appli, personnellement, je préfère Laravel. Pour une grosse appli, ou surtout pour une appli dans laquelle on va voir plusieurs personnes qui interviennent, Symfony, il te standardise les choses, il a une arborescence bien claire, tu sais de facto où mettre les choses, on te donne une appli Symfony, tu n'es jamais perdu. Et donc, pour des trucs plus enterprise, c'est de pur bonheur. Donc, pour les projets perso, j'adore Laravel, mais quand je dois récupérer l'appli de quelqu'un d'autre, sans doute, je préfère Symfony. Laravel, en plus, il y a des trucs très sympathiques. Il a leur propre implémentation de WebSocket avec les Laravel Reverb. Et si vous utilisez les AWS Lambda, bon, je ne vous aime pas si vous le faites, c'est pas souverain, c'est Amazon, mais si vous l'utilisez, il y a Laravel Vapor qui va vous déployer votre application sur la forme d'un ensemble de lambda. Et là, on commence à aller plus loin. Vous pensez que votre PHP, on peut le mettre que sur un Apache ou un Nginx avec les modes PHP ou les modules PHP? Au fait, oui, vous pouvez le faire encore. Et on a des milliers de clients chez Clever qui le font, mais il y a aussi des runtime alternatifs. Des runtime qui répondent à un problème. PHP, il y a quelque chose qui est quand même assez unique par rapport aux autres langages, c'est que quand tu as ton appli en PHP, quand tu appelles l'appli, il va démarrer, il va faire son trafic, et quand il te donne la réponse, le processus meurt. En fait, PHP, c'est le serverless original. Les lambda, à la base, c'est le comportement naturel de PHP. Il démarre très très vite, il fait son taf, et à la fin, il meurt. Mais ça veut dire que si tu as une appli avec un framework gros comme Symfony, une grosse appli, à chaque appel, tu vas instancier la grosse appli, instancier la mémoire, l'initialiser, faire ton truc et à la réponse, tu vas le tuer. Ce qui fait que pour des grosses applis avec de la charge, c'est plutôt lourd. Et donc, des gens comme Swall, Roadrunner et Frank en PHP, que c'est celle que je préfère, ils se sont dit, tiens, et si on faisait un runtime alternatif dans lequel PHP ne meurt pas, on fait l'initialisation et après on se met dans un mode en boucle d'écoute à la node et là quand la requête arrive on la sert mais on n'initialise pas tout le stack, on part de ce qu'on a, on le met dans un thread et on laisse quand même l'appli tourner tout le temps. Ça fait que tu peux avec les mêmes quantités de ressources, répondre à beaucoup plus de requêtes avec beaucoup moins de mémoire et de CPU. Ça ne s'adapte pas partout. Si ce que tu veux, c'est déployer ton PHP comme quelques fonctions indépendantes en mode lambda, Apache est génial pour ça, et c'est super efficace, mais si ce que tu veux, c'est avoir une appli style Spring, là, ce mode-là, il est génial. Et moi, ce que j'adore, c'est FrankenPHP. Ça a été fait par des Français aussi, comme Symfony. C'est une petite équipe de Lille qui a une société coopérative qui s'appelle Les Tilleuls. Et ils ont fait eux-mêmes un serveur d'application moderne pour PHP, écrit en Go. Basiquement, ils se sont dit, tiens, en Go, on a un web server super puissant que c'est Kadi, qui est extrêmement facile à utiliser avec une configuration flexible mais pas compliquée du tout.
et que de facto, ils commencent à nous donner des trucs très sympas, comme la gestion facile des certificats, comme les HTTP3, comme plein d'autres choses. Sur là, on va faire un runtime en Go. Ce runtime va nous gérer toute la logique de boucle d'attente, d'attendre et de recevoir une requête, de quand on la reçoit, exponer un truc à un autre, d'initialiser. Et quand il doit exécuter la requête, c'est là qu'on va lancer un interpréteur PHP. Du coup, vu qu'il utilise un interpréteur PHP assez standard, la plupart des applis n'ont pas grand-chose à modifier pour pouvoir entrer en mode FrankenPHP. Mais à part de gagner en termes de vitesse, en termes de mémoire, ils ont packagé énormément d'extensions qui fait que c'est un relativement petit binaire bien compact qui a tout ce qu'il te faut avec un worker mode, c'est-à-dire l'idée d'avoir la boucle et garder l'appli initialisée avec un hub Mercure pour le real-time qui fait que tu peux faire des real-time avec des centaines de users d'une façon plus efficace que les WebSockets classiques, le tout dans un binaire statique qui démarre au quart de tour, qui peut les héberger partout sans avoir besoin de monter un Apache ou monter un Nginx. C'est vraiment une solution hyper efficace. Il est relativement récent, donc il est jeune, il est de 2022, mais ça marche déjà super bien. Nous, côté Clever Cloud, c'est tellement de clients nous l'ont demandé qu'on a fait, on les supporte. Donc maintenant, quand on choisit PHP chez Clever, on peut choisir entre le runtime Legacy Apache ou le runtime FrankenPHP. Et ça change complètement la façon comme tu peux gérer des applications grosses ou compliquées sans devoir mettre des infras de malades derrière. Et qui dit devoir mettre des infras de malades, ça veut dire en dépensant beaucoup moins que si tu devais mettre un Apache à l'ancienne. Et donc, j'essaie d'accélérer parce que je sais qu'on a pris un peu de retard, ça va. En gros, PHP et LAN, on a déjà vu, il y a les langages compilés, certes, ils sont plus rapides. Il y a les langages interprétés, il y a les langages qui ont un JIT et sont optimisés. Aujourd'hui, les plus utilisés sont PHP et JavaScript. Et là, c'est là par exemple qu'avec FrankenPHP, ton appli PHP, tu vas la sentir. Vu que l'appli reste chargée, ça donne le temps au just-in-time d'optimiser. Et donc ton appli, il va être beaucoup plus rapide. Si tu l'exécutes à chaque appel, il n'a pas le temps de l'optimiser. Mais tu combines les JIT avec FrankenPHP, tu as un langage qui est extrêmement rapide. À nouveau, ce n'est pas pour faire des trading haute fréquence, ce n'est pas pour faire des applis, mais pour ça, tu utiliserais pas Java, peut-être même pas Go, tu partirais sur Rust, C ou des choses comme ça. Par contre, pour des applis bureautique, pour des applis web, là, c'est un langage qui est bien plus rapide que ce que tu peux faire avec plein d'autres. PHP n'est pas typé. On a vu, oui, ça est typé quand tu décides qu'il soit typé. Et l'avantage, c'est que si tu ne veux pas qu'il soit typé en mode strict, tu peux faire des typages optionnels. Tu peux mettre des typages là où tu veux. Moi, j'aime bien les typages stricts parce que je trouve que ça m'évite plein d'erreurs, mais c'est parce que je ne me fais pas confiance. Après, si vous êtes de meilleurs développeurs que moi et vous vous faites confiance, les typages flexibles, c'est très chouette. Et comme je vous disais, en plus, il y a des trucs très sympas comme les types union, les types intersection et le mélange de types union et intersection qui fait un système de typage extrêmement riche. PHP n'escale pas. Pour celle-là, c'est extrêmement drôle quand on parle d'une techno qui motorise les 75% des web. Wikipédia, c'est de PHP. Slack, c'est de PHP.
Etsy, Pinterest, Shopify, c'est de PHP. WordPress aussi, mais WordPress c'est un cas à part, on reviendra plus tard. Le code spaghetti, bah au fait, ça on l'a beaucoup dit. Et tout à l'heure, je ne sais pas qui des orgas on disait, ouais, je me souviens quand on faisait des PHP et on mettait la requête à la base de données, le point d'entrée, la requête à la base de données et l'écriture de HTML dans le même fichier .php. Voilà, le fichier il rentrait, il récupérait les données d'entrée, il te faisait la requête sur la base, il récupérait les données, il les mettait en ordre, il te générait l'HTML et point, c'est fini. Tu peux le faire toujours si tu veux. Mais la communauté PHP est devenue une des communautés où ils sont les plus fans des paradigmes de Clean Architecture ou même d'Hexagonal Architecture. Et ils sont très, très portés sur le fait de pouvoir architecturer tes applis bien. Et au fait, quand je vous dis que les PHP comme ça, c'était des spaghetti code, qui n'a pas fait la même chose avec des JSP parmi les vieux qui sont là? Avec une JSP, on faisait la même chose. On allait voir la base, on récupérait les données d'entrée, on allait voir la base et on te générait l'HTML qui allait bien. Donc moi, les gens qui se moquent de PHP mais qui ont fait des JSP, c'est un petit peu de mauvaise foi quand même. On peut faire des codes pourris dans n'importe quel langage. PHP a tout ce qu'il faut et en tout cas, les projets phares et surtout les frameworks sont extrêmement bien architecturés. À ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis des petites manettes de jeu là, c'est parce qu'il me fallait une métaphore visuelle pour des contrôleurs. Donc la seule métaphore visuelle que je suis arrivé, c'est on va mettre des contrôleurs. Mais voilà, tu vas, basiquement, à minima, tu sépares ton domaine, tes entités, tes règles de business, de tes services et tes use cases, et ensuite des contrôleurs et des bases de données, des API. PHP est insécure. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de PDO et de SORM, mais basiquement, on parlait tout à l'heure aussi, on disait, ouais, avec PHP aussi, tu faisais tes requêtes MySQL avec l'extension MySQL, et là, tu mettais directement ton select et ton truc. Ouais, et j'ai fait ça aussi en Java, en JavaScript pendant des années. Aujourd'hui, déjà, les bibliothèques pour gestion de bases de données de base dans les langages ont évolué. On a des prepare statements partout. On a des ORM de qualité et plus personne ne met les select directement dans tes requêtes. Et même si tu le fais, l'extension qui le permet n'est pas chargée par défaut. Donc il faut vraiment vouloir pour faire de l'injection SQL pour manquer de contrôle. Pareil avec les hash, on dit toujours, ouais, mais les fonctions de hash de PHP sont les fonctions legacy. Non, ce n'est plus vrai. Ils ont changé l'implémentation de plein de fonctions de hash, de chiffrage, de sécurité dans les moteurs. La fonction s'appelle comme il s'appelait il y a 25 ans, mais derrière, plutôt que te faire un MD5, il va te faire un vrai hash non réversible. Et là, c'est un exemple, ils ont fait évoluer l'implémentation, mais ils ont laissé les mêmes formalismes pour ne pas casser forcément les applis. Mais ça veut dire qu'on a encore tous ces noms à la noix et machin. Oui, mais derrière, tu as des trucs robustes. Et la plupart des frameworks, ils te proposent des noms alternatifs qui rentrent mieux dans les règles de nommage que derrière, c'est que des alias vers les fonctions natives. Donc, tu peux le faire vraiment bien et tu n'as plus le problème pour le faire mal. Aujourd'hui, presque personne, à part dans la démo que je vais faire parce que je l'ai refait cet après-midi en entier, écrit de HTML directement dans une appli PHP. On passe par des langages de templating, on sépare complètement les templates des moteurs et les moteurs, à la fin, en faisant un MVC classique, il va t'appeler une vue qui est générée par une template. Donc tout ça fait qu'on a les attaques legacy vers des PHP, non, ce n'est pas plus insécure que n'importe quel autre langage. Même, de facto, il va te faire plus de contrôle que beaucoup d'autres langages.
les développeurs PHP sont isolés. Bah, d'ailleurs, on ne les voit pas des box, on ne les voit pas dans les confs, ils qu'ils sont isolés. Bah, en fait, non. Il y a tout un écosystème de confs PHP partout. C'est très drôle parce qu'il y a les confs Laravel, les confs Symfony, et les développeurs Bono 2, même les développeurs de Symfony, tu les vois souvent dans les confs Laravel, il y a vraiment un esprit assez sympa dans la communauté, ils s'entendent très bien, ils bossent ensemble. D'ailleurs, je vous ai parlé de PHP Fig. Moi, je ne trouve pas un truc équivalent dans la galaxie JavaScript, je ne trouve pas un truc équivalent dans la galaxie Java où tous les groupes de réflexion sont directement pilotés d'un haut par Oracle. Non, là, c'est vraiment la communauté qui décide de se mettre ensemble et de produire des standards, d'améliorer les langages et en même temps améliorer chacun leur bout de solutions. Donc c'est une communauté globale, c'est une communauté connectée. J'aimerais bien par contre que dans les confs généralistes, on commence à inclure, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. On commence à inclure un peu plus de PHP, ça ne me choque pas que sur Devox on a des talks de Rust, des talks de Ruby, des talks de Python, pourquoi pas de PHP? Et là, la question qui fâche, et qu'on me dit souvent, ouais, mais si tout ça c'est vrai, pourquoi WordPress continue à être de la merde? Oups, j'ai pas dit ça, non? Pourquoi WordPress continue à être aussi vieillot? C'est ça, aussi vieillot. Bah, au fait, c'est un choix. Mais c'est littéralement les choix qu'ils ont pris. WordPress est piloté directement par Automatic, la boîte qu'il y avait derrière. Vous avez peut-être entendu parler de quelques devoirs autour de l'open source, de ces WordPress a fait un choix à un moment donné, c'est nous on fait de PHP, mais à la base on fait de WordPress, ce qui compte. Donc nous on veut que les gens qui ont fait des plugins WordPress en 2000, tu puisses prendre, non, 2005, et tu puisses prendre les plugins WordPress, les mettre dans le dernier WordPress, et grosso merdo, ça marche. Ça c'est la priorité. Parce que les plugins WordPress, les thèmes WordPress, c'est un business énorme. Et donc, ils ont fait un choix de se mettre de l'autre côté du mur par rapport à la plupart d'autres solutions, de Magento, de PrestaShop, de Drupal, de Typo 3, de Symfony, de Laravel et 25 millions d'autres, que tous ont migré non seulement vers PHP moteur 8, mais vers PHP façon d'écrire le code moteur 8. Magento a été complètement réécrit, Drupal aussi n'a rien à voir avec le vieux Drupal. Typo 3, c'était un des premiers CMS que j'utilisais en PHP. En 2003-2004, quand j'ai fini mon doctorat, il n'y avait plus de bourses. J'ai fait des projets Typo 3 pour avoir un peu de sous. Typo 3 aujourd'hui, derrière, c'est réécrit de fond en comble. Il est de PHP moderne. Après, ils utilisent la même façon de faire parce qu'ils ont leur clientèle, surtout en Allemagne, des grosses boîtes, et ça marche d'enfer. Mais voilà, c'est des PHP modernes, PrestaShop aussi. Donc, le problème de WordPress, c'est un choix qui a été fait pour préserver le business, on va faire des supports de legacy. Donc oui, si vous faites de WordPress aujourd'hui, grosso modo, vous regardez les codes de vos plugins, bon, ils vont être comme les codes de PHP d'il y a 25 ans. Ce n'est pas une limitation de langage, c'est un choix délibéré. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix? Moi, personnellement, je trouve ça dommage. Après, ils me disent, on est encore un quart de web sur WordPress. Donc, pour un choix mauvais, il se porte plutôt bien. Écoute, là, je ne peux rien dire par rapport à ça. Donc, en conclusion, avant de jouer sur la démo, pour moi, une des premières choses, c'est PHP aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi mon dessin a disparu, je suis trop triste. Mais pourquoi il a disparu? Bon, là, il y avait, si tu veux faire des trading haute fréquence, ou si tu veux faire des applications temps réel, tu fais plutôt de Rust ou de C. Si tu veux faire des machine learning, tu vas plutôt sur des Python parce qu'ils sont toutes les bibliothèques et ça marche super bien.
Si tu veux faire, bah, et là, si tu veux faire des web, bah, en fait, PHP, c'est presque la solution la plus naturelle pour faire des web. Il était conçu pour ça. À différence de Java, par exemple, il était conçu pour faire des web. Et à différence de JavaScript, les backends, c'est son métier, c'est pas un truc qu'on a pensé après parce qu'on a trouvé un moteur capable d'exécuter JavaScript dans les backends. Donc c'est vraiment un super langage pour faire des web. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes, mais c'est un outil très très sympathique et je pense que ça mérite d'être revisité. C'est une bonne corde à votre arc. Et honnêtement, il y a plein de fois où ce n'est pas le bon choix, mais si vous les connaissez, vous allez pouvoir faire votre checklist et dire, tiens, pour ce projet-là, c'est des applications web. On a une équipe qui n'a pas choisi déjà une techno. On veut que les trucs soient performants, faciles à maintenir. Bon, bah, pourquoi pas sur PHP? Et c'est ça que je voudrais qu'il y ait conclusion de cette talk. Et si vous gardez ça, je vais être super fier. C'est, bah, écoute, vous connaissez plein d'outils. Bah, ajoutons à la panoplie des langages qui ont réfléchi. PHP, pourquoi pas? Bref, ce n'est pas le langage que la plupart parmi nous rappelons. C'est un langage pragmatique, c'est un langage performant, et c'est un langage qui respecte ton temps dans les sens où tu as beaucoup moins de tuyauterie que dans d'autres, tu as des frameworks d'outillage modernes, donc plutôt que continuer à ir, pourquoi pas, tu les regardes et tu dis, tiens, pour certaines choses, ça peut être utile. Et je crois que c'est le moment de partir vite sur une petite démo. Non, j'avais une belle démo de près. J'avais travaillé il y a 15 jours, j'avais une super démo. Et j'ai dit, je vais la faire ce soir. Et ce midi, j'arrive au bureau de Senica et je vois un mur. C'est quoi tous ces post-it? Et on me dit, on avait un projet d'appli qu'on n'a jamais fait. Un projet d'appli? Mais là, c'est Goku versus Goldorak. C'est quoi l'appli? En fait, on a envie de faire des battles dans lesquelles les gens, on va les présenter Goku versus Goldorak et il va voter leur favori. Bolognaise versus Carbonara. Et ensuite, on va pouvoir faire des stats sur les résultats et ça va être drôle. Mais bon, ça fait quelques mois qu'on l'a fait, les post-it moisi là. En plus, c'est le vieux logo Senica, ça fait longtemps qu'ils sont vraiment là. Donc, je me suis dit, tiens, il y a un après-midi, je suis dans le logo Senica, ils me fournissent des cafés. Ça serait bête de ne pas refaire ma démo. Donc, j'ai passé un peu tout l'après-midi à refaire la démo. En essayant de faire avec PHP, de la faire le plus simple possible, de la mettre sur GitHub, parce qu'il est sur GitHub, et surtout, de vous la faire tester, bien entendu. Donc d'abord, si vous voulez, on la teste un petit peu. Donc, si vous vous connectez, vous allez arriver en temps réel à une interface comme ça, qui va poser la même question à tout le monde. Donc, vous allez voter, vous allez voir les résultats des votes en live et combien de gens ont voté. Mais je pense que là, la meilleure chose à faire, c'est allez, Dragon Ball, oui, je suis d'accord. Allez, les guignols, personnellement, je suis un guignol. 11 personnes, 12 personnes ont voté. Donc là, il y a des temps réels, il y a de la collaboration, vous vous connectez, vous voyez les résultats, tout le monde aime les guignols, désolé Groland. Ah non, l'original plutôt que la copie toujours. Tu vas pas me dire que tu préfères Sonic. C'est punk bleu par rapport à notre plombier favori. Bref. Ils prennent les trucs aléatoires, c'est pour ça qu'il y a nouveau Mario et Sonic, mais non, on va toujours préférer Mario, désolé. Et donc, derrière, il va me stocker les résultats. Bon, je suis vieux, donc un grain fi. Bref. Donc là, on a une petite appli. Vous pouvez vous amuser à jouer les trucs en ligne.
Derrière, comment se fait? Hop. Derrière, c'est une petite appli, et au fait, dans le dépôt, j'ai fait une task.md qui explique comment j'ai fait. À la base, c'est une appli en PHP 8.3. Actuellement, on est plutôt en 8.4, mais je n'ai pas utilisé de fonctionnalités hyper récentes, il n'y a rien de bloquant. Donc, je vais commencer par créer une appli Symfony vide. De la même façon que Spring, tu vas créer un squelette d'appli, avec Symfony, tu vas pouvoir créer un squelette d'appli. Pour ça, on utilise notre outil de choix pour gestionner les dépendances, Composer. Composer, en plus de pouvoir te ramener tes dépendances, tu as un mode Create Project qui peut te créer des projets à partir d'un template. Donc là, il va chercher sur GitHub la template Symfony Skeleton, il va me créer ce template-là dans mon répertoire Clash of Pop Culture. Et là, je peux ajouter d'autres fonctionnalités de Symfony. Par exemple, j'ai envie de pouvoir sérialiser les résultats de mes votes, de pouvoir sérialiser mes sélections. Donc, je vais récupérer les serializers. J'ai envie de pouvoir faire de la validation d'entrée, donc je vais récupérer les bibliothèques validator. C'est un peu la même façon que Spring, tu vas récupérer les bouts de Spring Boot qu'il te faut. Par défaut, le squelette est presque vide. Et là, on va créer, je vais commencer déjà par créer une enum. En disant, l'enum, ça va pouvoir être A et B. Je voulais mettre gauche et droite et je me suis rendu compte que sur le téléphone, je voudrais faire des responsifs. Donc, je me dis A et B, je ne m'embête pas. Et en plus, les couleurs que vous voyez, je peux les définir là ou je peux les définir dans la template. Je vous donne un exemple là de, tiens, on peut mettre une fonction dans une enum parce qu'on peut. C'est un peu ridicule là, mais ça vous rappelle ce que je vous ai dit. Ensuite, je vais créer le moteur de jeu, le Game Engine. Et là, le Game Engine va être un service. Ce service-là, je le mets avec des typages stricts, ce qu'il va faire, il va me construire un battle repository. C'est là où le repository, c'est dans le sens ORM. Je vais définir une entité battle qui va être dans un battle repository, que quand je l'exécute en local, va être derrière SQLite. Quand je le fais en remote, ça pourrait être de Postgre, de MySQL, ce que je voudrais. Et donc là, en gros, il a un petit peu de logique métier pour les bots. Il y a la façon pour récupérer l'état, soit loading, soit qui a voté, les votes en cours, qui a voté, combien de votes. Et il va pouvoir récupérer les statuts de la battle actuelle. Donc là, c'est la partie purement métier de mon petit moteur. Et la partie web, il va arriver un peu plus tard. Il va arriver quand je vais m'attaquer au contrôleur. Et dans les contrôleurs, comme je ferai dans les contrôleurs dans n'importe quel langage, c'est là où je vais définir mes routes. Donc API State et API Bot. Et là, si vous mettez des arrobas à la place des attributs et vous souliez les dollars, on dirait presque des codes Java. Ah, quand même, espèce de troll. Et en face, je vais mettre quoi? C'est là où j'ai fait une entorse parce que j'avais pas le temps. Normalement, j'aurais dû mettre une template twig, mais je peux encore mettre des purs HTML. Je les mets dans le répertoire public, là où il y a des ressources statiques. Tant que je ne fais pas des appels à PHP là-dedans, il ne va pas râler. Même PHP Stan, il va dire, c'est peut-être moche, mais ce n'est pas un problème, quoi. C'est une page HTML purement statique. Et cette page-là, il va derrière appeler les API qui vont là. Et tu m'avais dit, mais il y avait un repository et je ne sais pas quel autre truc. Bah oui, on va les trouver. Les battle repository, je vais simplement récupérer des entités battle. Et par défaut,
comme on ferait dans un ORM en Java, il n'y a rien à déclarer. Je peux déclarer si j'ai envie de mettre des méthodes spécifiques. Mais par défaut, il va me faire les find classiques, les find one. Il va me faire toutes les fonctions classiques d'un ORM avec la même syntaxe qu'un Hibernate ou n'importe quel autre. Donc là, j'ai un exemple de fonction que je voudrais créer, mais par défaut, je fais que les déclarer et je dire, tiens, tu vas me chercher l'entité Batel et sur cette entité-là, tu vas me monter le repository derrière qui sera backupé par une base de données quelconque. Et à nouveau, le Batel va ser l'équivalent d'un pollo avec des annotations, dans ce cas-là, des attributs. Donc l'ID qui est généré, une colonne, ensuite il y a les strings avec des 155, ensuite il y a des getters et des setters. Et là, l'ORM par défaut de Symfony s'appelle Doctrine. Il est plutôt très sympa, pas aussi expressif que celui de Laravel, mais un peu plus rigide, et ça le fait très très bien. Comme il y avait une liste, bon, là, spoiler, j'utilisais la IA pour quelque chose. J'utilisais la IA surtout pour prendre ces photos-là, la filer à ChatGPT et dire, est-ce que tu peux me donner une liste de toutes ces comparaisons qui sont dans les post-it écrits à la main? Je ne m'attendais pas qu'il arrive à le faire. Je lui ai posé la question à Claude, ChatGPT et Gemini. Claude m'a inventé les données. Il ne comprenait rien. Et Gemini m'a fait un 30% de bonnes réponses. Et ChatGPT, il était plutôt à 60-65% de bonnes réponses. Donc j'ai après ajouté le reste à la main. Et donc, il y avait une belle collection de comparaisons. Comment est-ce que je les ai mis dans la base de données? J'utilisais quelque chose de très sympa de Symfony, c'est les commandes. Les commandes de Symfony, c'est pour faire, par exemple, des opérations après install. Par exemple, charger une base de données. Donc là, ces commandes-là, je les dis, exécute-moi les load battle command après l'install. Et là, comme vous voyez, récupère les battles et récupère les entity manager de Doctrine. Et là, j'ai ma liste de battles directement de ChatGPT. Et donc, au moment où je déploie un local ou que je l'envoie sur le cloud, il va me charger la base de données avec les battles que je veux. Et pour ça, en gros, je vais créer une nouvelle battle avec les deux options et à la fin, sur l'entity manager, je vais dire, tu vas me persister la battle. Donc, il va m'injecter le repository de battle et derrière, en fonction par défaut de la variable database URL, il va me l'écrire dans la database en local sur des SQLite ou sinon sur une base externe. Et derrière, j'ai pris ça pour le composer. Je l'ai généré, donc oui, il y a 80 lignes, mais basiquement, j'ai démarré un squelette de Symfony et j'ai ajouté les validators et les serializers manuellement. Le reste, c'est ce qu'il y avait. Et comme je vous disais, le log, il est beaucoup plus clair et à plat que le log d'un NPM log. Derrière ça, je l'ai mis sur un dépôt Git. Je l'ai envoyé directement chez Clever Cloud. Et là, j'ai créé la base de données, une MySQL quelconque. Et ici, j'ai poussé sur Git mon appli. Et j'ai rien eu à faire d'autre. Parce qu'il utilise Composer, c'est le standard PHP. Le runtime Clever PHP, il suit le standard. Il va l'exécuter. J'ai le PostScript pour faire la migration de la base de données et mettre les nouveaux données. Et c'est parti. Donc, PHP, c'est même appli, j'aurais pu la faire pareil en Java Spring ou Java Quarkus, grosso modo dans le même temps.
Je l'aurais fait peut-être plus facilement en JavaScript avec Express, mais là j'ai triste, je voulais faire un truc Enterprise. Sinon, si j'avais voulu faire l'équivalent d'une appli Express.js, je serais parti sur Laravel plus tôt. Mais là, c'était l'idée de faire un ORM Enterprise, des entités, des contrôleurs, tout bien séparé. Comme vous voyez, l'arborescence, elle est source, command controller, DTO, entity, enum, repository, service, tous les répertoires sont prêts, écrits par convention plutôt que configuration, tout va dans son endroit, etc., etc. Donc c'est, honnêtement, si vous avez fait de Spring, c'est vous appropriez les différences de nomenclature, mais les concepts, vous les savez tous. Il est 20h29. J'ai speedé un petit peu, mais ça veut dire qu'on a un peu de temps pour des questions, éventuellement des commentaires. De vous, tu n'as rien compris à PHP. J'accepte aussi parce que je me suis remis il y a après une année et demie et je n'ai pas fait autant que je voudrais. Donc, sérieusement, mon seul objectif, c'est vous donner envie de vous pencher à nouveau sur le langage. Si vous le faites, bravo. Alors, sérieusement, un peu de feedback, des commentaires, des questions. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Personne. Voilà, c'est au fond qui ont déjà fait de PHP, qui ont même anticipé PHP. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? C'est une question juste pour une question. Moi, en fait, ma petite déception, parce que moi, je suis de PHP, donc j'ai pas arrêté, en fait. Hein. Je suis inconvaincu de tout ce que tu as dit. Et la déception, c'est sur les. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'évolutions dans le langage, notamment sur la manipulation des tableaux, tout ça, au niveau de la syntaxe. Et j'ai toute petite frustration de ne pas avoir été mis à jour, parce que je fais de moins en moins de dev, et du coup, je suis passé à côté de tout ça, et je me suis dit, ah, je vais pouvoir rattraper mon retard. Bah, Est-ce que tu t'es intéressé? si, je me suis intéressé. En fait, quand j'ai fait la première version de ce talk, le nombre de slides, je crois que c'était le double. Laisse-moi vérifier combien j'avais ici pour pas dire de conneries. Je suis à 48. La première version, il avait plus que doublé. Il y avait 107 slides, pour être honnête. Et j'ai parcouru toutes les nouveautés du langage. Et je me suis dit, si je commence à faire ça, je vais perdre tout le monde. Donc j'ai fait un choix très opinionated par rapport aux choses qui m'embêtaient le plus. Certes, la syntaxe de certaines choses, de Sarai par exemple, était affreuse, mais je m'étais réussi à m'habituer. Le namespace était beaucoup plus important pour moi, par exemple. Donc j'ai fait un truc très subjectif par rapport à ce que je pensais qui pouvait être les pain points les plus habituels. Mais il y a un ton. Et si tu veux, un des trucs qui me frustre moi, c'est aujourd'hui, si vous me dites comment est-ce que j'apprends PHP moderne, j'ai très peu de recommandations à vous donner. La plupart des livres ne sont pas actualisés. La plupart des... Il y a quelques sites PHP moderne, tu cherches sur Google et l'avantage c'est que tu vas tout de suite tomber sur les bonnes références. Mais voilà, PHP moderne, et c'est là la référence. Si tu pars de ton PHP, tu veux le rafraîchir, ou si tu as récupéré un vieux bouquin PHP pour savoir qu'est-ce que tu gardes de ton bouquin, tu vas là. Et là, tu as tous les modifications expliquées avec des liens vers la doc officielle de PHP. Ce site-là, c'est un vrai bijou. Il est actualisé, il est mis à jour, ça va du langage lui-même à comment on le déploie. Même, ils sont, voilà, comment est-ce qu'on fait des plateformes as a service. Tiens, on est là et tout. Mais sérieusement, c'est une super solution si tu veux mettre à jour. Et là, ils prennent le temps que je ne pouvais pas mettre dans les talks. Ça répond à la question, merci. Rien. Moi, c'est une question sur le front-end du PHP. Oui. Comme vous faites tourner chez Clever, il y a des choses qui ne sont pas compatibles ou... Il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Si tu as une appli
qui n'utilisent pas de framework et tu veux l'utiliser en mode worker, il va falloir que tu te crées toi-même l'entry point de ton worker, c'est-à-dire la boucle qui va tourner en permanence et qui va appeler tes fonctions PHP. Quand tu utilises Symfony, Laravel ou quoi que ce soit d'autre, il y a des modules FrankenPHP qui te donnent une boucle d'exécution générique adaptée à Symfony, une boucle d'exécution générique adaptée à Laravel, adaptée à Magento, adaptée à l'autre. Par contre, si tu le fais sur ton appli à toi, il y a plein d'exemples, mais tu es obligé de le faire toi. Après, il y a des petites micro-incompatibilités, mais en général, il y avait plus, il y a une année et demie, 2 ans, sur la dernière version, la compatibilité est étonnamment bonne. Tu parlais pas de FPM, mais moi je connaissais que ça quasiment pour faire tourner. Oui. Du coup, c'est pas bien, FPM? FPM, c'est très bien si tu veux que PHP soit dans le mode je démarre toute l'appli, j'exécute ce que tu m'as dit et je m'arrête. Donc FPM, ça peut marcher sur Apache et ça peut marcher sur Nginx. Sur Apache, tu avais aussi les modes PHP Legacy et les FPM. Les modes PHP Legacy étaient lourds et pas super performants. FPM, c'était plus performant, il tournait à part, il communiquait par des sockets et ça s'appliquait pareil à Nginx qu'à Apache, qu'à d'autres serveurs web. Mais il avait toujours ces problèmes-là. Et ça reste une super solution, nous on l'utilise à fond, sauf que si ton appli elle est lourde, elle a besoin d'avoir des super performances, tu vas être mieux avec un runtime qui est un mode worker qui tourne tout le temps comme FrankenPHP. Moi, j'ai une autre question. PHP 9, ils en parlent? PHP 9, ça arrivera un jour. A priori, il y a des changements de rupture, mais moins qu'on a pu voir. Je ne me suis pas encore attaqué parce que je me dis il y a tellement de choses dans PHP 8.3, 8.4 que j'ai de quoi faire énormément de choses. Ça arrivera. Quand ça arrivera, bah, on améliorera, mais ça va être plutôt incrémental. Ça sera plus du tout une révolution a priori. Mais le langage, il est bien vivant. D'ailleurs, si pendant des années, les utilisateurs PHP, ils savaient le truc d'arrêter de dire que PHP est mort. Jusqu'à qu'ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils disaient arrêter de dire que PHP est mort, ce que les gens retenaient, c'était PHP est mort. Donc maintenant, il se limite à dire le langage, il évolue à un rythme soutenu et surtout, il évolue par consensus. Là où on n'aura pas, c'est des évolutions unilatérales. Et donc ça, c'est extrêmement rassurant. Même la communauté, par exemple, FrankenPHP, c'était un projet fait par le team de Tilleul. Bah, il vient de rejoindre il y a 2 ou 3 mois la fondation PHP. Ça veut dire que derrière, bah, ça devient un runtime officiel. Quand il y a une bonne solution, bah, ils la prennent, ils la visionnent et ils la mettent à la portée de tout le monde. Donc, de ce sens-là, la communauté elle est vraiment très saine. Bon, ce qui ne faisait pas de PHP, est-ce que ça vous a donné envie de tester ou pas vraiment? Ça vous a donné un peu de curiosité quand même? Bon, en tout cas, si vous avez d'autres questions, on peut faire ça juste après. Et sinon, il y a des goodies qui sont là et je n'aurais pas envie de les prendre dans l'avion avec moi. Donc, on a des stickers Clever Cloud, anciens, nouveaux. On a Node, que c'est notre logo. Donc, s'il vous plaît, levez-les. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu à Clermont-Ferrand. Non, Jacques, pardon. Merci Horatio. Les prochains, il y a un MTG, là,